Bonsoir, bonsoir. Merci d'être encore là avec nous à cette heure un petit peu tardive maintenant. Ce Café des libraires a ouvert à 11 heures ce matin. Il reprendra à 11 heures demain matin. Et voilà, c'est notre dernier plateau de la journée. Je voudrais juste dire un petit mot d'encouragement à l'équipe technique parce qu'eux, ils sont en place depuis 11 heures ce matin. Ils ont à peine eu le temps de manger ce midi et je voudrais vraiment les remercier. Merci à Joseph au son, merci à Pascal qui s'occupe, qui est je trouve même plus mes mots moi, tiens, qui est le réalisateur, voilà, de cette captation vidéo, puisque ces cafés des libraires, vous pourrez les revoir dans quelques temps si vous le souhaitez ou conseiller à d'autres de les revoir. Le Café des libraires est donc animé par un libraire. Ils sont nombreux à être venus déjà sur ce plateau ce soir, depuis hier. Et je suis très contente d'accueillir un petit nouveau, Clément Houdard, qui est libraire à 1000 pages à Vincennes. Alors, bon, je dis petit nouveau, mais je pense qu'il a déjà l'habitude de rencontrer des auteurs et de les présenter. Alors, ce plateau, Clément, s'intitule « Les fantômes du passé ». Tu vas nous en dire un mot dans un instant. Auparavant, je vais présenter un petit peu tout le monde sur la scène. Alors, à côté de moi, Jeanne Carson, qui va nous parler de son livre « Le fantôme de la banquette arrière », paru chez Sabine Vespizer. C'est paru en septembre 2024, traduit par Dominique Goy-Planquet, je ne sais pas comment on prononce, et c'est Guillaume Audin qui va interpréter Jeanne. À côté de toi, j'allais dire Clément, non. Si, Clément, à côté de toi, je suis un peu fatiguée, moi aussi, on dirait. À côté de toi, Anne Michaels, qui va nous parler de son livre qui s'intitule Étreinte, qui a été traduit par Dominique Fortier, qui est paru aux éditions du Sous-sol en août 24. Et c'est Céline Gay qui est à côté d'elle pour interpréter ses propos. Et puis Tyrick White, Le fantôme de Brooklyn, traduit par Romain Guillou, paru chez Kalman Levy en août 24. Et c'est Clémentine Poupart qui va interpréter. Voilà, alors on te laisse faire ta petite introduction, Clément, parce que c'est important de t'entendre. Oui. Bonjour à tous, merci Maët. Je suis ravi d'être là pour mon premier café des libraires, un peu impressionné aussi, mais tout va bien se passer. Surtout pour aborder un sujet aussi vaste que les fantômes du passé. Alors les fantômes, traditionnellement, on y voit une figure un peu effrayante, une figure qui est là pour nous hanter. Qui dit nous hanter dit que le passé revient au présent, toujours présent pour nous tourmenter parfois, mais du moins ne pas nous lâcher. Comme le disait quelqu'un que j'apprécie, c'est finalement un passé qui ne passe pas. Et donc ces blessures, ces deuils, ces traumatismes qui nous habitent toujours, on les retrouve dans vos livres, tous, qui ont la particularité d'avoir tous, de certaines manières différentes, des fantômes. Donc on pourrait y revenir. Mais je vous rassure, public, alors que l'automne est là et que la nuit va tomber lors de ce café, on ne va pas parler que de choses effrayantes. Je compte bien que l'on puisse parler également un petit peu d'amour, et également de famille, de ces liens insécables qui nous unissent et dont les fantômes, paradoxalement, peuvent en être l'incarnation. Alors peut-être, pour débuter doucement, j'aimerais juste vous demander un petit peu à vous trois, pour que vous puissiez prendre la parole au début, quel est votre rapport aux fantômes, quotidiennement peut-être, mais du moins littérairement? Et pourquoi avoir choisi les fantômes? S'il y a l'un d'entre vous qui souhaite débuter, je vous laisse l'honneur. Jeanne, c'est le titre d'une de ses nouvelles dans le livre. Donc, pour répondre, c'est une question un petit peu générale. Je vous présenterai plus précisément les uns et les autres après. Mais donc, la question, c'est pourquoi, c'est ça? Pourquoi le fantôme? Quel est votre rapport aux fantômes? Quel est votre rapport avec les fantômes? Sympa ou pas? So first of all, thank you so much for having me. It's really lovely to be here. And I love that Clément mentioned this idea of places being haunted.
and not necessarily being haunted by physical manifestations and spectres, but maybe being haunted by the past, the trauma, the things that haven't been dealt with in history. And as a writer who writes exclusively about Northern Ireland, I don't know a landscape that is more haunted by the past. Alors oui, effectivement, c'est exactement ça. Ce sont des lieux qui sont hantés, alors pas forcément physiquement par des fantômes, mais qui sont hantés par leur propre passé et par l'histoire. Moi, j'écris exclusivement sur l'Irlande du Nord et je ne connais pas d'endroit en Irlande du Nord qui ne soit pas hanté par quelque chose. So in the title story of my collection, yes, there is an actual ghost in the backseat of the car. He is a Catholic man who really loves country and Western music and died quite a long time ago. But he also represents some of the legacy of the trauma of the conflict in Northern Ireland, and particularly this idea of separation and misunderstanding between the communities who call Northern Ireland home. I wrote this collection against the backdrop of the 25th anniversary of the peace agreement in Northern Ireland. And I was very much thinking about all of the things that are still unresolved, the tensions that haven't been dealt with, the separation that still exists, the old hatreds that are still there in the landscape. And I think this ghost and the relationship he has with the little girl in the car very much represent that. Oui, effectivement. Alors moi, il y a effectivement un fantôme dans une de mes nouvelles, sur la banquette intérieure de la voiture. C'est un vieux monsieur, c'est un catholique qui aime bien la musique country aussi. Et en fait, il représente l'héritage avec lequel on se débat encore aujourd'hui en Irlande du Nord. J'ai écrit ce texte lors de la célébration des 25 ans des accords de paix en Irlande et en Irlande du Nord. Et finalement, la relation qu'il a, lui, avec la petite fille, ça montre ça. Ça montre qu'il y a encore des séparations entre les différentes communautés. Ça montre que la tension est toujours là. Ça montre que les séparations existent toujours. Elles peuvent se lire dans le paysage même. But I also just really like spooky stories as well. I'm a massive Shirley Jackson fan. So I like ghosts that just scare people too. So I'm not sad if we talk about scary ghosts as well in this panel. Ça ne me gênerait pas du tout au demeurant de parler de vrais fantômes. J'adore les histoires de fantômes, les histoires qui font peur. J'adore Shirley Jackson et donc on peut parler de tout ça aussi. Alors la même question donc. This book begins on the battlefield of the First World War. And, of course, the First World War, we were confronted with death on a scale we had never experienced before. And so you could say the world was suddenly inhabited by more ghosts than ever. And this book wants to look at also a very particular moment in history, the end of the 1900s, and the discovery, science's discovery and manipulation, more importantly, of the invisible world. So the discovery of electrons, X-rays, cloud chambers. And from the moment that science begins this manipulation of the invisible world, it supplants, replaces an ancient relationship we have always had to the invisible world. And this book wants to say there is a value in everything that cannot be proven. Ce roman démarre sur un champ de bataille de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'était quand même une époque où on a été confronté à la mort comme jamais auparavant. Le monde était soudain hanté par plus de fantômes qu'il n'y avait jamais eu, d'une certaine façon. Et le roman s'attarde aussi sur cette fin des années 1900, avec les découvertes scientifiques et de la manipulation de choses invisibles, la découverte des électrons, des rayons X. Et en fait, on peut dire que dès ce moment de découverte scientifique, il y a eu comme une ancienne relation à ce qui est invisible qui a été supplantée. Donc ce roman essaie de rappeler la valeur qu'il y a à ce qu'on ne peut pas voir. Alors Tyrick, on pose même, je ne sais pas comment on dit, Tyrick ou Tyrick. Tyrick. La même question, donc, ce rapport avec les fantômes. Et là, le fantôme, il est même dans le titre, le fantôme de Brooklyn. Un jeune comme vous croit vraiment aux fantômes. Right. Well, of course, yeah. I mean,
I think on a superficial level, for sure, I've had family members or people close to me in proximity to, you know, ghost or extra dimensional sort of thing. You know, I do have that experience, but at the same time, I think in the narrative, you know, it sort of speaks to both what Jan and Anne have spoken to, this these places of you know, mass death, or in my experience, you know, my community in Brooklyn, you know, this sort of disenfranchised place that's sort of gutted out by like structural violence and lack of resources, and the socially dead. A lot of folk have, you know, their sort of citizenship, you know, stripped from them. So then, you know, you can't vote, you can't access the sort of, you know, elements of public life, of social life. So I was playing with this idea of, you know, what does it mean to be living when you're considered socially dead, when you're neglected by society? And also just thinking about the, sorry, do you want to? Oui, bien sûr. Alors, je crois que d'une manière un peu superficielle, j'y crois. J'ai des proches, des membres de ma famille qui ont eu ce genre d'expérience un peu, soit avec des fantômes, soit super naturels. Mais comme le disaient Yann et Anne, je crois qu'il y a aussi un rapport avec ces morts de masse. Et dans ma communauté, à Brooklyn, ça fait partie de ces endroits un petit peu abandonnés par la société, où il y a une violence structurelle, où il y a un manque de ressources, et où il y a d'une certaine façon un endroit qui est hanté par des morts sociales, où les droits sociaux sont retirés aux gens, le droit de voter, l'accès à une certaine vie publique, une vie sociale. Et donc, je voulais jouer avec cette idée de comment est-ce qu'on vit quand on est considéré comme mort par la société. Alors voilà, on est déjà rentré un petit peu dans les livres. Je vais quand même vous présenter un petit peu tous nos auteurs. Alors Jan Carson, qui est à côté de moi, est née en Irlande du Nord. C'est ma cousine, puisque moi je suis bretonne. On sait que les Bretons et les Irlandais sont cousins. Son premier roman, paru en français, Les Lanceurs de Feu, a été finaliste des prix Femina et Médicis étrangers en 2021. Les Ravissements, inspiré de son enfance dans une famille protestante, a également été salué. Elle est considérée comme une figure importante de la scène littéraire irlandaise contemporaine. Et donc, on va reparler de son livre tout à l'heure. Je présente tout le monde, hein, comme ça. Anne Michaels, étreinte donc pour le titre de son livre, est romancière et poétesse canadienne, née à Toronto. Elle a publié plusieurs recueils de poésie. Vos livres sont traduits dans plus de 45 langues et ont été récompensés par de nombreux prix. Et puis Tyrick White est musicien, éducateur spécialisé à Brooklyn. Il est titulaire d'un diplôme en création littéraire et en études africaines du Pitzer College et d'une maîtrise en beaux-arts de l'Université du Mississippi. Et Les Fantômes de Brooklyn, le livre dont nous parlons ce soir, a reçu le prix 2023 du premier roman du Center for Fiction. Voilà, il nous présente ce premier roman, donc déjà primé. Voilà, on est hanté quand ceux qui nous ont quittés ne sont jamais loin, et quand l'esprit des lieux est toujours prégnant. Ça, c'est ma petite note à moi. Tyrick, je vais rester avec vous pour vous poser la première question. Déjà présenter peut-être un peu au public ici votre roman. Donc, c'est Les Fantômes de Brooklyn. C'est l'histoire de 3 personnages, une famille. Audrey, la grand-mère, Key, la mère, et Collie, le fils, qui, sur 3 générations différentes, vont avoir le point commun d'être capables de voir des fantômes et de voir des défunts, qu'ils soient des proches ou des inconnus. Et au fur et à mesure, on va découvrir cette communauté de Brooklyn, cette ville, ces personnages qui essayent de joindre les deux bouts, que ce soit à travers les époques, et qui finalement ont du mal à vivre au jour le jour avec les apparitions qu'ils voient.
Et on a le sentiment que ça reste un ouvrage quand même très politique, même votre première réponse là, le soulignait tout de suite. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est jusqu'à quel point en fait les fantômes sont-ils la représentation de l'héritage qui n'est pas encore refermé justement de l'esclavage et des Afro-Américains et de leur quotidien aujourd'hui qui est toujours très douloureux. It's a great question. I think the ghosts kind of operate in twofolds, right? One, yes, it's this sort of political landscape. At the center of it, though, is kind of this conversation across time. You know, this young kid dealing with the loss of his mom, and how he sort of deals or handles that grief. For me, I know it's hard to acknowledge death or anything as the end, you know, especially when you want to keep someone with you. The hole or the gaping hole that's left by their absence, you try to fill it with whether the wrong sort of actions or, you know, the right sort of influences. So for me, it was kind of like this conversation across dimensions between mother and son. What she can teach him without her being there, and what he begins to learn from her through sort of investigating her past and wanting to learn more about her. And so that's sort of the kernel of the story. And then you get the "we are a haunting" because, like you said, like this legacy of slavery or racial capitalism. It asks, you know, are we the haunting? Do we as Black folk haunt this land? Do we haunt the West? Do we, you know, and what does that look like? C'est une excellente question. Alors d'abord, ces fantômes, ils ont un petit peu deux rôles dans le livre. D'abord, évidemment, il y a toute la question du paysage politique que vous évoquiez. Et puis, il y a également une espèce de conversation, de dialogue qui se fait à travers les époques, puisqu'on assiste donc à ce jeune enfant qui essaye de digérer, de se sortir donc du deuil de sa mère qu'il perd, comment il gère cette douleur. Et pour moi, tout du moins, il y a une vraie difficulté à accepter que la mort, ce soit vraiment la fin. Et surtout si on veut garder ces personnes dans nos vies. Et donc, on a tendance à vouloir combler ce vide de l'absence, soit de la bonne ou de la mauvaise manière, avec des bonnes influences ou pas. Mais pour moi, donc, c'était cette idée d'une conversation entre générations, entre cette mère et son fils, où elle continue de lui apprendre à travers sa propre histoire des choses, en lui enseignant donc son passé. Et bien évidemment, il y a la dimension politique aussi, avec le fait que nous sommes hantés et que nous hantons aussi, nous, la communauté, avec donc ce passé de l'esclavage, du capitalisme racial. Nous sommes des personnes, des fantômes qui hantons ces terres, qui hantons l'Occident. Alors, juste une précision pour le public, parce que justement, Collie, quand on dit qu'il y a une conversation avec sa mère qui lui apprend toujours, c'est parce que dès le début du roman, on apprend que justement, au moment où on suit le fils, sa mère est déjà décédée et qu'il la voit en fantôme. Ce qui est très puissant émotionnellement. Et d'ailleurs, je tiens à souligner quand même qu'il y a une douceur envers vos personnages qui est quand même assez merveilleuse quand on lit votre roman et qui fait très plaisir et ça se ressent dans votre réponse. Et voilà. Cet héritage, vous dites que vous continuez à hanter, mais il y a aussi une forme de revendication de cette culture qui accepte la croyance des fantômes, où on voit bien que vous la faites revenir, même vous donnez à certains moments plein de noms à ces personnes qui sont capables de voir ces fantômes, qui sont tirés de plein de cultures autochtones et différentes, avec le sentiment qu'il faut être capable de revendiquer cet héritage aujourd'hui.
I love that question because the story is this kind of troubling of whether life and death is this kind of linear sort of thing, this point A to point B. I think this book maybe posits that perhaps it's cyclical or it's this revolving door. And so a lot of sort of religions and spiritual sort of practices believe that, death is not the end. I spoke about this earlier, but, certain West African religious practices, there's two burials, there's one for the physical body and then one for the soul. And so there's this kind of direct sort of, and of course, the like Christianity and normal spirituality is sort of like how prevalent it is with, Black folk and African Americans. So there's a direct like tension between these two things. And for me, it was like this kind of diasporic project of like connecting these like religious practices that start in West Africa, that become Voodoo in Haiti, or become Santeria in Dominican Republic, or becomes hoodoo or elements of hoodoo in the southern U.S. Yeah, it was. J'adore cette question. Et parce que tout cela tourne autour de l'histoire, en fait, de savoir ce que c'est que le lien qui existe entre la vie et la mort, si c'est un parcours linéaire d'un point A à un point B. Dans le livre, eh bien, je présente une alternative où peut-être qu'il s'agit plutôt d'un cercle ou d'une porte tournante, d'un tourniquet. Et je parle effectivement de pratiques spirituelles. Puisque dans la plupart de ces pratiques spirituelles, la mort, on croit que la mort n'est pas la fin. Et dans l'Afrique de l'Ouest en particulier, dans les pratiques et les rites funéraires, il y a 2 enterrements, un pour le corps et un pour l'âme. Et puis après, si on se penche sur la religion chrétienne, c'est également ce sont des croyances qui sont très très présentes, très ancrées dans la communauté noire américaine. Et donc je fais le lien entre ces 2 univers. C'est un petit peu un projet de diaspora, puisqu'on essaye de réunir, de relier les pratiques religieuses d'Afrique de l'Ouest, en passant par les pratiques religieuses du vaudou en Haïti. Il y a également la Santeria en République dominicaine. Et le vaudou qui est pratiqué aussi dans d'autres États du sud de l'Amérique. J'aimerais alors vous poser une dernière question, parce qu'après il faudra que je pose aux autres auteurs. Mais j'ai l'impression qu'il y a un 4e personnage qui ressort, qui serait en fait Brooklyn. Parce que vous avez vraiment un roman qui s'ancre dans ce quartier-là, où on les voit errer dans les rues, mais où on se crée une géographie mentale que je trouve vraiment très intéressante. Et en tant que libraire, on nous pose souvent la question, est-ce que vous avez un roman qui se passe à tel endroit et un roman qui se passe à tel endroit ? Et je me pose la question, c'est, est-ce qu'on peut considérer que votre roman est un roman new-yorkais ? Un roman new-yorkais loin des cartes postales, qui montre un New York qui est délaissé, qui est presque déshérité, puisque c'est un New York de logement qui est abandonné par la municipalité et qu'on n'a pas l'habitude de voir ou de lire. Right. Yeah. I used to read New York novels and be like, man, these people go to NYU, have Wall Street jobs. It just never really, they travel the same streets of the village and just below Central Park in the Upper East Side. A lot of these traditionally New York books. For me, though, the outer boroughs, the Brooklyns, the Queens, the Bronx, Staten Island, even though we don't really claim them like that, but it was important to me to show sort of the people who, sort of feed the beast, who feed the empire, who funnel in from the surrounding areas. This is still the city. It's not Long Island or Jersey or anything. It's still New York City. So just to show the people who make the gears and the cogs work within the empire. And
perhaps that produces some sort of critique, you know, but to me, it was a love letter to Brooklyn and my neighborhood, you know. Merci beaucoup, hein. C'était réussi en tout cas. Juste Ah, un voilà. instant. Traduction. Oui, vous savez, moi j'ai beaucoup lu des romans new-yorkais où on voit que les personnages eh bien, vont étudier à NYU, ils ont des emplois sur Wall Street et puis ils parcourent toujours les mêmes rues du village, de Central Park, de the Upper West Side, dans tous ces romans traditionnels. Moi, ce que je voulais montrer, c'est les autres quartiers de la ville de New York, Brooklyn, Queens, qui sortent du lot. Et je voulais montrer à tous ceux qui finalement alimentent ce système impérial, qui alimente la bête, montrer que ces quartiers font aussi partie de New York. Vous savez, c'est pas des banlieues qui ne seraient pas partie de la ville de New York, ils en font partie à part entière. Et je trouvais que c'était important pour donc, ceux qui travaillent au sein de l'Empire de le savoir. Et je voulais aussi écrire une lettre d'amour à Brooklyn, mon quartier. Bien vu Clément, bravo. Bien vu, bien lu. Ça s'appelle Les fantômes de Brooklyn. Le livre est signé Tariq, j'y arrive pas vraiment, White, traduit de l'anglais par Romain Guillou et paru chez Calman Levy. Et voilà, vous allez tous aller l'acheter demain, je sais. Anne Anne Michaels. Je vais donc à votre tour. Comme Tariq, vous avez un roman qui va se passer à différentes époques. Le vôtre est plus fragmentaire dans son écriture, aussi très poétique. Et on va y découvrir une galerie de personnages à plein de lieux différents, plein d'époques différents. Ça commence avec un soldat blessé dans les tranchées et qui voit ses souvenirs défiler, jusqu'à ce que plus tard, on le retrouve quelques années après la guerre, avec sa femme, en train de découvrir que sur des photographies qu'il prend de personnes qui s'empressent de se faire photographier au cas où il y aurait une nouvelle guerre qui arriverait pour que la famille puisse avoir une image d'eux, qu'il y a parfois, comme ce qu'on a pu le voir parfois dans certaines vieilles photographies, mais quelqu'un qui n'a pas sa place là. Et il s'agit souvent d'un proche du défunt. Donc c'est pour ça que, avec vous, Anne Michaels, je vais parler de fantômes, mais j'espère aussi parler d'amour. Et puisque ces personnages-là sont la plupart du temps touchés par un deuil, et qu'il y a toujours une présence auprès d'eux, qu'ils sentent ou qu'ils voient, avec le sentiment qu'en fait, on n'est jamais seul lorsqu'on a perdu quelqu'un qui nous est très cher. Alors, sommes-nous destinés à être hantés, pour le meilleur ou pour le pire, par nos amours présents et passés ? Hantés. This book moves, as you say, through time and in a certain way. It moves from moment to moment. So we're in I'm very interested in all the forces that bring us to a present moment. So the book dives down, resurfaces decades later, different characters, different country, dives down again and surfaces somewhere else. And slowly we begin to understand how these characters are connected. And I wanted many things in this form, and I wanted the form itself, the structure of the book itself, to be proof of something. We cannot sum up a life. It's impossible to sum up a life. So instead, we are brought to these very, very particular and intense moments. And sometimes what happens is just becomes known in a gesture, in a word, in silence. But this notion that a life overflows itself, overbrims itself, is something that moves, I think,
quite hopefully through this book. And I say always that I am trying to assert that love fulfills its task long past a single life. Oh, sorry. Le livre, c'est vrai, la narration se déplace dans le temps d'une certaine façon. On passe d'un moment à un autre moment. Je m'intéresse beaucoup à ces forces qui nous font nous attarder sur ces moments dans le présent. Donc, la narration plonge dans le temps, elle fait surface à un autre moment, et puis elle replonge, elle refait surface, et lentement on comprend comment les personnages sont liés entre eux. Et je souhaitais faire différentes choses avec ce roman. Je souhaitais notamment que la structure prouve quelque chose. On ne peut pas résumer une vie. Résumer une vie, c'est impossible. On en vient finalement à ces moments précis qui se résument dans un geste, dans un mot, dans un silence. Et il y a cette idée qu'une vie se déborde d'elle-même. Et je crois que c'est quelque chose qui se voit avec espoir dans ce roman, en tout cas j'espère. On voit que l'amour remplit sa fonction bien au-delà d'une seule vie. As an animal, as the human species, our recognition of our own mortality is perhaps our most profound insight. And in this book also, I'm trying to understand if there is a consolation in mortality. And if there is, what does it look like? What is it? En tant qu'animal, en tant qu'espèce humaine, je pense que notre compréhension la plus profonde, c'est cette reconnaissance qu'on a de notre mortalité. Et j'essaye de comprendre avec ce livre s'il y a une consolation à la mortalité, et si oui, quelle est-elle? And is there such a thing as false consolation, or just simply consolation? Et y a-t-il une fausse consolation, ou est-ce qu'il y a simplement la consolation? Alors peut-être que dans ces cas-là, on se rapproche des questions aussi de croyance, et qu'il suffit de croire à ces fantômes, de croire à ces personnes qui peuvent être toujours présentes. Il y a une phrase que j'aimerais juste lire et sur laquelle je vais pouvoir poser une question. C'est un passage où je vais vous dire un mot que vous ne connaissez pas, que je ne connaissais pas, c'est l'astat. C'est un élément du tableau périodique. Ne vous inquiétez pas, c'est un élément qu'on trouve 30 grammes sur Terre. Voilà, c'est normal de ne pas le connaître. Voici la phrase. Et l'astat, le plus rare des éléments, rappelait un principe à Alan. Le mécanisme par lequel on réfute une chose est le même mécanisme que celui par lequel on la prouve. C'est ce qu'on ne croit pas nous enseigne ce qu'on croit. La foi est exactement comme l'amour, un mécanisme qui se prouve une fois pour toutes, et encore en disparaissant. Ouais, très fort. Je trouve cette phrase déjà magnifique, très belle, très mélancolique également, puisque on aurait le sentiment que on pourrait finalement croire vraiment à notre amour qu'une fois qu'il aurait disparu. À notre amour. Well, the wonderful thing about the whole concept of a limit, is that it always suggests something beyond the limit. Its very definition is that there is something beyond the limit. And the book begins, its first line is, we know that life is finite. Why should we believe death lasts forever? Ce qui est beau dans l'idée de limite, je trouve, c'est que le mot limite sous-entend toujours qu'il y a quelque chose au-delà. C'est dans la définition même. S'il y a une limite, c'est qu'il y a bien quelque chose après. Et on commence dans le livre par entendre, on a toujours su que la vie
était fini, pourquoi la mort en serait autrement? And it also comes back to, of course, the title of the book, in English, Held. And at one moment in the book, a character has just witnessed the death of her husband. And she says, you know, what can she do for him now? And she knows that what he would want for her would be that stillness would grow to peace. And then she says, not still, held. Et on en revient au titre du livre, donc Étreinte, Held en anglais. À un moment, un personnage féminin vient de voir son mari décédé et elle se demande qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour lui. Et elle sait que lui, ce qu'il voudrait, c'est que l'immobilisme devienne la paix. Et elle sait qu'en fait, plutôt que la paix, ça devrait devenir une étreinte. Moi, j'adore cette phrase, cette première phrase. Nous savons que la vie a une fin. Pourquoi faudrait-il croire que la mort dure éternellement? Belle question. Bah oui, alors en tout cas, merci beaucoup Anne Michaels. Donc c'est une lecture qui est très poétique, avec des images qui marquent et que je peux aussi que vous conseiller d'aller découvrir aux éditions du Sous-sol. Donc. Avec un bandeau qui cite une phrase de Margaret Atwood très élogieuse par rapport au livre. Jeanne, on va finir avec vous. Puisqu'en fait, vous faites un beau trait d'union entre ces deux romans, alors que vous, c'est un recueil de nouvelles. Ce sont des nouvelles qui vont se situer pour la plupart donc en Irlande du Nord, qui vont mettre en scène une galerie de personnages variés, et souvent dans des situations qu'on a pu vivre ou dans lesquelles on peut se reconnaître. Pas toutes évidemment, mais on va retrouver aussi bien parfois des questions de surnaturel, de disparition, de fantômes, d'apparitions donc, mais également d'un quotidien lambda, puisque Jeanne a pas son pareil pour réussir à nous mettre dans la tête de ces personnages, dans des situations dans lesquelles ils cèdent à leurs pulsions presque, et que ce que nous, on souhaiterait faire de temps en temps. Mais vos nouvelles, vous l'avez déjà évoqué en préambule, parce que c'est quand même un point très important et qui revient très régulièrement, c'est comment est-ce que la politique, alors que vous parlez de choses du quotidien, mais les plus basiques parfois, et hante, c'est un spectre de ces événements passés qui est toujours présent auprès de tous nos personnages. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'un jour, de ne plus être hanté par ce passé ? Yeah. No. La réponse est donc non. It's a very short answer, but it's a really truthful answer. I don't want us to not be haunted by the past. I think when you think about trauma and difficult, complex parts of history, there's a fine line between being obsessed with the past and always looking backwards and looking forward and pretending none of it happened. And we walk always in Northern Ireland in that fine space between those two concepts. Alors non, écoutez, non, c'est une réponse courte, mais à mon avis sincère. Non, je veux pas qu'on arrête de songer au passé. Naturellement, les traumatismes de l'histoire, les parties, enfin les moments complexes de l'histoire, il faut continuer à les regarder en face. Mais attention, la limite est ténue entre le fait d'être obsédé par le passé et puis de regarder vers l'avenir. Et en Irlande du Nord, on est toujours dans cet espace un petit peu gris entre les deux. And I think maybe haunted is the wrong word, but understanding and aware of the past, definitely. Because if we're not aware of the mistakes and the problems and the difficult things that happened in the past, there is a tendency to keep repeating them. And I also think it's very naive to say that the troubles are over in Northern Ireland. A lot of the structural divisions, problems, misunderstandings, ignorance about the different communities is still there.
there's not the same level of violence, everyday violence, but the past is still very much with us in the structures of how we do life every day. Peut-être que le terme d'être hanté, c'est pas celui qui convient. Je pense plutôt qu'il faut essayer de regarder en face les erreurs qu'on a commises et les problèmes auxquels on a été confrontés, et essayer de les comprendre pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Je crois qu'en Irlande du Nord, en fait, les problèmes ne sont pas derrière nous. Ils sont encore là de manière structurelle. Ils sont bien installés dans la société. Il y a peut-être moins de violence qu'auparavant, mais le passé est toujours là, naturellement. And sometimes those supernatural images that are present in most of my work are just ways of drawing people's attention to that. Flannery O'Connor was asked why she used the grotesque in her writing, and she said, "For the almost blind, you draw large and startling figures." And sometimes people who have become accustomed to problems and difficulties, they need something to shock them into being aware of just how bad it is. And that's why I use the ghosts and the demons and the sirens and things in my work. Je crois que les images surnaturelles sont là aussi pour attirer l'attention finalement des lecteurs et des gens. Flannery O'Connor, à qui on posait quelque chose, on posait la même question, disait qu'elle se servait du grotesque pour faire ça justement dans sa propre écriture. Et je crois que les gens en fait sont tellement habitués à croiser des problèmes tous les jours qu'il faut quelque chose qui les fasse réagir, qui les amène en état de choc pour que finalement ils comprennent vraiment ce qui se passe. Et c'est à ça que servent les fantômes dans mes histoires. C'est parfait, vous avez répondu à ma prochaine question. Sorry. Ah, no worries. Mais alors, il y a quand même une autre question que je souhaiterais vous poser dans vos nouvelles, puisque je pense notamment à la toute première où on peut voir en fait une femme qui va chercher à aller se baigner sur une plage où elle a l'habitude d'être seule et à son grand déplaisir, elle voit un jour que la plage est squattée par deux autres personnes et qui ont également... Deux personnes ennemies. Deux personnes ennemies, exactement, qui ont un bébé. Et attention, alors que ce couple a vu à travers le prisme de notre narratrice est très désagréable, le genre de couple qu'on a tous croisé un moment avec ce même genre de réflexion, on voit le bébé qui commence à courir vers la mer et les parents qui ne regardent pas une seule seconde. Il y a, sans vous dire comment ça va se terminer, il y a à voir ça parfois un côté jubilatoire, une certaine cruauté, mais c'est jubilatoire. Est-ce qu'on peut dire que dans votre écriture, du moins, vous ressentez ce côté jubilatoire, mais qu'il peut y avoir un effet cathartique en fait? I'm basically a really nasty person. I often get asked why I kill so many children in my work. En fait, je suis vraiment une personne tout à fait mauvaise. Hein. On me demande souvent pourquoi il y a des tas de gamins qui meurent dans mes histoires. But what I say to that is that they're not dead children, they're metaphors for other things. And this, I mean, sorry, I've ruined the ending of that story. It doesn't end well for the baby. I wanted to ask questions about culpability. The narrator is a really nasty person, and she's watching this awful thing about to happen, and she makes it be about someone else's responsibility. She doesn't take responsibility for it, and sorry, spoiler, but a big wave comes in and the baby gets swept away, and then she starts to blame the other people. And how often do we all do that with small things in our lives and with big issues? It's not my responsibility, it's someone else's. And then the awful thing happens and you distance yourself. Oui, alors non, en fait, les enfants ne meurent pas vraiment dans mes histoires, ils sont plutôt la métaphore d'autres choses en fait qui meurent ou qui disparaissent. Et donc en fait, ça m'amène à interroger la notion de culpabilité dans cette nouvelle-là. Bon, désolé, je donne la fin. La narratrice en fait décide que c'est pas elle d'intervenir, c'est pas elle de voir que, enfin, elle voit bien que l'enfant, le bébé marche vers la grève, qu'il y a une grosse vague qui arrive et qui l'embarque, mais finalement elle se dit que c'était pas elle de faire quelque chose, quoi que ce soit. Et on fait ça tous les jours en fait, sur des gros sujets ou sur des petits sujets du quotidien. On décide toujours que c'est la faute de quelqu'un d'autre. C'est horrible parce qu'il y a une progression en plus dans la narration, c'est-à-dire que on imagine, on le voit ce bébé qui avance, voilà, vers la mer et on se dit non, c'est pas possible, voilà.
Ah oui, non, c'est très, 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 très fort la manière dont c'est raconté. Non, je trouve ça assez formidable. Je peux vous garantir qu'on est captivé dans toutes les nouvelles de la première à la dernière ligne. Et vous devez avoir quand même une sacrée image de vos contemporains. Parce que, voilà, moi j'y prends grand plaisir, mais c'est vrai que vous devez avoir un regard au quotidien qui doit être très acéré, je pense. I think I just like letting out my inner Shirley Jackson. And, if you've ever read any Shirley Jackson, none of those stories end happily. Non, c'est juste que je laisse parler la Shirley Jackson qui est en moi. J'ai retenu une phrase, mais alors j'ai pas retenu l'auteur de cette phrase qui dit Jan Carson sait comment mettre un lecteur mal à l'aise. Elle excelle dans l'accumulation de détails, brossant habilement des portraits qui convainquent tout en inquiétant. C'est sûr que ça inquiète. Okay. Can I say it's also quite funny in case nobody wants to buy my book? Oui, c'est bizarre, personne n'achète mes bouquins après ça. Mais si, justement. Alors Maître, je ne sais pas où est-ce qu'on en est niveau temps. Alors peut-être une question rapide que je poserai à tous les trois, rapidement. Pour conclure, c'est de se poser justement, est-ce que vous pensez que nous devons apprendre justement de ces fantômes du passé pour en fait finalement ne les voir disparaître et ne plus être avec eux, ou au contraire qu'il faut justement apprendre à les conserver auprès de nous, une sorte de memento mori, une sorte de rappel de tous ces traumatismes passés et de ces amours également que l'on a pu perdre pour vivre en paix. Eric. Sorry, were you picking people? My bad. Yeah, I feel like it's vital, especially in this contemporary moment with the rise of certain elements of fascism or certain elements of oppression that pop up within all of our sort of global communities. And I think that awareness that within history of like this stuff doesn't come out of nowhere. There's precedent for this, oftentimes horrific precedents for a lot of this. So I think the ghost or the hauntings, and as Jan sort of spoke to, like haunting just invokes such a kind of negative connotation when, not saying that Casper a friendly ghost, but like, especially in this novel, like Kali has sort of this relationship with Miss Betty, who is sort of becomes this ghost, and she guides him in ways. Key, his mom, also has this sort of guide, right? These people who sort of bring them along, and I think to kind of push back against that negative connotation of haunting or ghost or whatever, it has to move toward the conversation of preserving liberation, preserving freedom, preserving a sense of, potential liberation, right? And that really it's so connected to how we view and see history. Was so ahistorical in this moment, yeah. Oui, je crois que c'est vital. Surtout aujourd'hui, dans le paysage contemporain, on voit la montée du fascisme dans bien des endroits, une certaine montée aussi de l'oppression. Dans beaucoup d'endroits du monde, des communautés du monde, je crois qu'il est essentiel d'être conscient de l'histoire, d'être conscient que ces phénomènes ne viennent pas de nulle part, qu'il y a des
des antécédents horribles. Souvent, et comme le disait Yann, un petit peu par rapport à ces mots hantés et fantômes qui ont une connotation négative, je crois qu'on peut aussi penser par exemple à Casper, le gentil fantôme. Et dans mon roman, Collie est dans une relation avec Miss Daddy, avec son fantôme, qui en fait a un rôle très positif, qui le guide, et qui, sa mère aussi, est guidée d'une certaine manière par un fantôme qui l'aide à avancer. Et donc, pour lutter un petit peu contre cet aspect négatif qu'on pourrait attacher au fantôme, je crois qu'on pourrait penser plutôt à cela comme une façon de préserver la liberté et d'avancer vers une sorte de libération potentielle. Et tout cela est étroitement lié à la vision de l'histoire. Anne? I think we don't really have a choice. It's like one of the characters in Held says, you know, it's like hearing, tasting, seeing. It almost is. It's unavoidable. Anyone who has known loss in that way will feel that presence as they feel any of our senses. And also, you know, we can't speak on behalf of the dead. We can't forgive on behalf of the dead. But we can have a relationship to the dead. And that kind of empathy, that kind of inquiry, that kind of relationship with, I think is very, very valuable and something that we have always known. So in answer to your question, I think maybe it can't be other than that, being mortal ourselves. Je crois qu'on n'a tout simplement pas le choix. Un de mes personnages rappelle qu'entendre, goûter et voir cette autre personne, c'est inévitable. Toute personne qui a vécu ce type de perte sent ce type de présence, comme on sent le reste avec nos sens. On ne peut pas parler à la place des défunts, mais on peut entretenir une relation avec eux, et cette empathie, ce dialogue, non seulement nous est précieux, mais en plus, nous l'avons toujours pratiqué. Donc, pour répondre à votre question, oui, je crois qu'on n'a pas le choix. Notre nature mortelle nous amène à ça. To whoever brought us together on this stage tonight, because I think we feel quite a kinship. There's a real kinship among us in what we're doing. Thank you. Un grand merci à la personne qui a décidé de nous réunir tous les trois. Je crois qu'il y a un vrai lien d'adelphité entre nous. Alors, elle s'appelle Brinda et elle travaille à la librairie 1000 pages. Et c'est elle qui, cette année, a monté tous ces plateaux pendant toute la durée du Café des libraires. Et je trouve que c'est vraiment une grande réussite, moi aussi. Et je la remercie en même temps que vous. Bravo, merci d'y avoir pensé. Jeanne, le mot de la fin. I wanted to jump on the back of what Tariq said, because I think ghosts have been getting a really bad rep on this panel, and they're not always negative. And I was thinking, I have a story in my collection called Pillars, and it's about a woman who's overwhelmed by life and struggling to make decisions in the contemporary world. And there is a kind of spectral presence, a pillar of cloud that goes in front of her to show her how to navigate life. It's based on the biblical story of the children of Israel following the pillar of cloud through the desert. And I like it because I think it speaks to me of how we should maybe see these ghosts from our past, that we can learn from them. But there's also a point when the woman decides to switch it off and go her own way and choose life. So we are not dominated by the past, but we do learn from it at the same time. And I quite like that. So thank you for bringing in Casper the Friendly Ghost. Non, effectivement, les fantômes, il n'y a pas de raison qu'ils se trimballent une sale réputation derrière eux. Et évidemment, il y a Casper, mais il y a aussi, alors dans une de mes nouvelles, il y a Helles, il y a une femme en fait qui n'arrive pas, qui est embourbée dans la vie, qui n'arrive pas à décider quoi que ce soit. Et en fait, il y a une présence spectrale, c'est
une colonne de nuages, qui est l'image qu'on trouve dans la Bible, c'est cette colonne de nuages qui guide les enfants d'Israël. Et donc, elle suit les conseils de ce fantôme, et puis au bout d'un moment, non, elle n'en a plus besoin, et donc elle décide de tracer sa propre route, et puis elle arrive à décider les choses pour elle-même. Et donc, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre. Il ne s'agit pas d'être dominé par les fantômes, mais d'apprendre d'eux. Bon, eh ben, on va les accueillir maintenant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, tous ces fantômes. Je rappelle les titres des livres. Celui de Jeanne Carson, Le fantôme de la banquette arrière, paru donc chez Sabine Vespizer. Le livre d'Anne Michaels, Étreinte, paru aux éditions du Sous-sol, et puis Les fantômes de Brooklyn de Tyrick White, paru aux éditions Calman Levy. 3 livres qu'on a très envie de lire. Je voudrais remercier Céline, Clémentine et Guillaume pour leur travail. Et puis je voudrais vraiment féliciter Clément. C'était un coup d'essai, c'est un coup de maître. Bravo. Merci beaucoup. Et j'espère seulement que votre regard sur les fantômes aura peut-être changé. Et maintenant que la nuit est tombée et qu'on est au Magic Mirror, je crois qu'on était au lieu le bien approprié. Absolument. Merci beaucoup.